Moins? Un peu plus. Un peu plus, ok. Bon, 45-50. Voilà. Voilà. Très bien, on vous écoute donc. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les membres du jury d'avoir accepté d'évaluer mes travaux de thèse que j'ai effectués sous le encadrement du professeur Alain Bron et du docteur Marie-Agnès Bringer au sein de l'équipe œil nutrition et signalisation cellulaire dirigée par le docteur Niazi Aka et professeur Catherine Peuzot-Garcher. Je vais vous présenter, je remercie également toutes les personnes qui sont présentes et à distance aussi, amis, collègues et familles. Je vais vous présenter mes travaux de thèse intitulés « Altération lipidique et homéostatique dans les tissus nerveux, associés au vieillissement et à des dérégulations métaboliques, implication du microbiote intestinal et de l'autophagie ». Je vais commencer par décrire le contexte bibliographique de ma thèse et les objectifs des travaux de ma thèse. Je présenterai par la suite les résultats des différentes études menées et je poursuivrai par une conclusion générale sur mes travaux et j'apporterai des perspectives. Mes travaux de thèse se sont articulés autour de l'étude du maintien de la physiologie des tissus nerveux, plus particulièrement de la rétine, le tissu neurosensoriel qui tapisse le fond de l'œil et qui est responsable de la phototransduction, et le cortex qui recouvre les deux hémisphères cérébraux. Je me suis intéressée à deux éléments essentiels au maintien de l'homéostasie de ces tissus. Le premier élément est l'autophagie, qui est un processus intracellulaire de dégradation et de recyclage. Et le deuxième élément est le contenu en lipides de ces tissus. L'autophagie est un processus de dégradation intracellulaire qui fait intervenir le compartiment lysosomal par lequel la cellule dégrade et recycle des constituants cytoplasmiques comme des organites endommagés ou des agrégats protéiques. Elle est impliquée dans le maintien de la balance énergétique, le contrôle de la qualité des composants cellulaires, la détoxification et la protection, notamment du stress oxydant, un stress auquel la rétine est très susceptible, et elle est impliquée dans la régulation de différents processus cellulaires, comme l'inflammation. Dans la rétine, l'autophagie est nécessaire au développement du tissu rétinien, notamment par l'élimination de cellules apoptotiques. Elle est également impliquée dans la phototransduction par le recyclage des segments externes des photorécepteurs. Les photorécepteurs sont des cellules hautement spécialisées dans la phototransduction et qui se trouvent dans la partie neurale de la rétine qui est distinguée de l'épithélium pigmentaire rétinien ou EPR, la partie externe de la rétine. L'autophagie permet également de lutter contre le stress oxydant. Dans le cerveau, l'autophagie est impliquée dans la régulation de la prise alimentaire et de la balance énergétique. Elle est impliquée dans la régulation de la plasticité synaptique et elle permet l'élimination d'agrégats protéiques et des protéines mal formées et donc elle va prévenir du développement de pathologies. Au cours du vieillissement, il est décrit qu'il y a un déclin de l'activité autophagique qui peut contribuer au développement de maladies neurodégénératives et de rétinopathie, notamment celles liées au vieillissement, comme la maladie d'Alzheimer ou la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou DMLA. Donc, le deuxième acteur essentiel au maintien de l'homéostasie de ces tissus est leur contenu en lipides. En effet, le cerveau et la rétine sont respectivement le deuxième et le troisième tissu les plus riches en lipides après le tissu adipeux. Leur contenu en lipides permet le maintien de la physiologie et de la fonction de ces tissus. Les phospholipides sont la classe de lipides majoritaire dans les tissus nerveux et représentent 87% des lipides totaux de la rétine neurale et 25% du poids sec du cerveau. Les glycérophospholipides et les sphingolipides sont deux classes de phospholipides, dont les glycérophospholipides sont les majoritaires dans les tissus nerveux. Les sphingomélines sont la place la plus représentée des sphingolipides, où elles représentent 4% des phospholipides totaux dans la rétine et 8% des phospholipides totaux dans le cerveau.
La rétine et le cerveau sont également riches en cholestérol. En effet, le cholestérol représente 11% des lipides totaux dans la rétine, et à noter que le cerveau représente 25% du cholestérol total de l'organisme. Sur ces différentes classes de lipides sont estérifiés des acides gras. Les acides gras sont des acides carboxyliques formés d'une chaîne hydrocarbonée. En fonction du nombre d'insaturations, ça veut dire de double liaison qui se trouvent sur leur chaîne, on distingue les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Les acides gras, parmi les acides gras insaturés, les acides gras monoinsaturés possèdent une double liaison et les acides gras polyinsaturés, comme leur nom l'indique, ils possèdent plusieurs insaturations. Selon la position de la première insaturation par rapport au méthylterminal de la chaîne, on peut distinguer différentes familles d'acides gras. Par exemple, parmi les acides gras monoinsaturés, on peut citer ceux de la famille des N-7 ou des N-9, et parmi les acides gras polyinsaturés, ceux de la famille de N-3 et N-6. Par exemple, l'acide oléique, il est formé de 18 carbones, C18, d'une insaturation 1, qui se trouve à la position 9 du méthylterminal, donc il est aussi appelé C18,1 N-9. La longueur de la chaîne hydrocarbonée est définie par l'action d'enzymes qui sont appelées élongases, comme les LOVE L2 et les LOVE L5. Et le degré d'insaturation des acides gras dépend de l'activité d'enzymes appelées désaturases, comme la SCD1. L'acide linoléique est un acide gras polyinsaturé de la famille des N-6 et l'acide alpha-linolénique, un acide gras polyinsaturé de la famille des N-3, ils sont appelés acides gras indispensables parce que l'homme et les animaux ne peuvent pas les synthétiser parce qu'ils ne possèdent pas la delta 12 désaturase et la delta 15 désaturase nécessaires pour leur synthèse. Ils sont apportés uniquement par l'alimentation. L'acide arachidonique, l'acide gras le plus représenté dans les tissus nerveux, qui est de la famille des acides gras polyinsaturés des N-6, représente environ 10% des acides gras totaux dans les tissus nerveux. Le DHA est l'acide gras polyinsaturé de la famille des N-3 le plus représenté dans les tissus nerveux et représente environ 15% des acides gras totaux dans les tissus. Ils sont synthétisés à partir des précurseurs sous l'action de désaturase et d'élongase. À noter que les acides gras polyinsaturés de la famille des N-6 et des N-3 ont des effets biologiques souvent opposés, notamment au regard de leurs propriétés inflammatoires. C'est pourquoi un équilibre dans leur rapport est nécessaire pour assurer le maintien de l'homéostasie. Les acides gras exercent des rôles essentiels dans la rétine et le cerveau. Dans la rétine, par exemple, le DHA est nécessaire à l'activité de la rhodopsine, une protéine clé dans la phototransduction. Dans le cerveau, les acides gras polyinsaturés, particulièrement ceux de la famille des N-3, sont impliqués dans la neurogénèse, la régulation synaptique et la neurotransmission. Toute modification du contenu en lipides de ces tissus nerveux peut contribuer à des altérations physiologiques et fonctionnelles et au développement de pathologies comme la DMLA et la maladie d'Alzheimer. Les rôles des acides gras sont assurés par différents mécanismes cellulaires. En tant que constituant majeur des phospholipides, les acides gras participent à la structure des membranes en influençant notamment la fluidité de la membrane par leur degré d'insaturation. Ils constituent également une source énergétique importante suite à leur dégradation par le mécanisme de bêta-oxydation. Ce sont aussi des précurseurs de molécules biologiquement actives qui jouent un rôle de messager cellulaire. En fait, suite à leur libération des phospholipides par les phospholipases, particulièrement la phospholipase A2, ils vont rentrer dans deux voies métaboliques, celle des cyclooxygénases ou des lipooxygénases. Il en résulte des dérivés lipidiques comme les cosanoïdes et les protectines. Les acides gras ou leurs dérivés peuvent se fixer sur des ligands et donc réguler l'expression de gènes
qui sont impliqués dans différents processus comme l'inflammation et l'angiogenèse. Au cours de ma thèse, je me suis intéressée à l'étude des dérégulations métaboliques et homéostatiques dans deux contextes, celui du vieillissement et celui du syndrome métabolique. Le vieillissement est un processus complexe qui est caractérisé par des dysfonctionnements cellulaires qui sont irréversibles et progressifs. Le syndrome métabolique représente un ensemble de dérégulations métaboliques interconnectées, telles que l'hypertension, l'obésité, la dyslipidémie et l'insulinorésistance, qui constituent des facteurs de risque de développement du diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Ces deux contextes peuvent contribuer à des altérations physiologiques et à différentes pathologies dans la rétine et dans le cerveau, comme la DMLA ou la rétinopathie diabétique ou la maladie d'Alzheimer. Dans ces deux contextes, il est décrit qu'il y a une altération de la composition du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal est désigné par l'ensemble des micro-organismes dominés par les bactéries qui colonisent le tractus gastro-intestinal et qui maintiennent une relation mutualiste avec l'hôte. Plusieurs facteurs peuvent impacter la composition du microbiote intestinal, notamment comme la génétique, notamment le sexe, la prise d'antibiotiques et de médicaments, l'âge et l'alimentation. Ces deux derniers facteurs sont les deux facteurs auxquels je me suis particulièrement intéressée au cours de ma thèse. Une dysbiose du microbiote intestinal, c'est-à-dire un déséquilibre qualitatif et ou fonctionnel du microbiote, est souvent associé à des dérégulations et des pathologies. Le microbiote intestinal exerce multiples fonctions, intra-intestinales mais extra-intestinales aussi. Et parmi ces fonctions, je me suis particulièrement intéressée au rôle du microbiote intestinal dans la régulation du métabolisme lipidique. En effet, plusieurs études montrent l'implication du microbiote intestinal dans la régulation du métabolisme lipidique. La comparaison de souris conventionnelles ou conventionnalisées par rapport à des souris axéniques a montré que le microbiote intestinal est impliqué dans la digestion et l'absorption des lipides dans l'intestin grêle, le stockage de lipides, notamment dans le foie et le tissu adipeux, et la synthèse des acides gras par la régulation de l'expression hépatique d'enzymes de synthèse des acides gras. De plus, l'absence du microbiote intestinal a été associée à des modifications du profil lipidique dans la rétine. Outre sa présence, la composition du microbiote intestinal peut impacter le métabolisme lipidique de l'eau. À titre d'exemple, par exemple chez les souris déficientes pour le récepteur de l'immunité innée, le TLR5, et qui représentent une dysbiose du microbiote associée à un syndrome métabolique, cela est associé à une dérégulation de l'expression de la désaturase SCD1. Donc, la problématique de ma thèse était de comprendre et d'étudier les altérations lipidiques et homéostatiques dans les tissus nerveux, dans un contexte de vieillissement et de dérégulation métabolique. Les deux objectifs de ma thèse étaient d'évaluer l'autophagie dans un contexte de vieillissement de la rétine, et mon deuxième objectif était d'analyser les dérégulations lipidiques dans la rétine et le cerveau, particulièrement le cortex, et étudier l'implication du microbiote intestinal dans ces dérégulations. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats issus de la première étude qui vise à répondre au premier objectif de ma thèse. Au cours du vieillissement de la rétine, plusieurs altérations cellulaires, notamment liées à l'inflammation et le stress oxydant, et tissulaires, comme les dépôts, l'accumulation de lipides à la base de l'EPR, et ici, comme on le voit dans une image de fond d'œil, des dépôts lipidiques chez des personnes atteintes de maculopathie liée à l'âge, ont lieu. Ces altérations-là peuvent impacter la physiologie du tissu rétinien et augmenter le risque de la dégénérescence rétinienne, comme la DMLA, qui est la cause principale de cécité chez les personnes âgées de plus de 50 ans dans les pays industrialisés. Il n'existe pas à l'heure actuelle de modèle qui récapitule l'ensemble des phénotypes de vieillissement rétinien chez l'homme.
D'où la nécessité d'identifier des modèles expérimentaux qui reproduisent le maximum de caractéristiques associées au vieillissement de la rétine. Notre équipe a montré que les souris invalidées pour le gène codant le récepteur OLDL et qui expriment exclusivement l'apobescence humaine reproduisent certains traits phénotypiques de la rétine humaine âgée, comme par exemple une réduction de la fonctionnalité des photorécepteurs et une accumulation d'esters de cholestérol à la base de l'EPR, comme montré ici par le marquage à la philippine. En effet, les LDL sont les lipoprotéines transporteurs majeurs du cholestérol vers les tissus périphériques. L'apolipoprotéine, l'apobescent, qui se trouve sur ces LDL, permet leur reconnaissance par les récepteurs OLDL sur les tissus périphériques. Dans notre modèle d'étude, l'absence du récepteur OLDL induit une accumulation de ces lipoprotéines et de lipides à la base de l'EPR. Des dérégulations de l'autophagie est décrite au cours du vieillissement de la rétine et elle est suspectée être impliquée dans la mise en place d'un état inflammatoire et du stress oxydant dans les rétines au cours du vieillissement. Le but de notre étude était d'évaluer la fonctionnalité de l'autophagie dans les rétines des souris apobescentes invalidées pour le récepteur OLDL. En effet, l'autophagie, c'est un processus dynamique qui se fait en plusieurs étapes. Il débute par la formation d'un phagophore qui va séquestrer les éléments cytoplasmiques dédiés à être dégradés. Ce phagophore va se refermer, subir une élongation et former un autophagosome. L'autophagosome va se lier au lysosome et former un autre lysosome qui va permettre de dégrader le contenu séquestré. L'ensemble de ces étapes constitue le flux autophagique. Et pour étudier l'activité autophagique, il est entre autres nécessaire d'étudier ce flux autophagique. Un marqueur du flux autophagique est la protéine LC3-2. Elle se trouve sous sa forme non mature pour LC3 dans le cytoplasme. Elle va être clivée par la protéine ATG4 et maturée en LC3-1. Elle va se lier à des phosphatidyléthanolamines et s'ancrer aux membranes du phagophore. Elle va rester ancrée aux membranes de la structure jusqu'à la fin du processus où elle sera dégradée avec le reste des constituants qui sont dédiés à être dégradés. Un autre marqueur du flux autophagique est la protéine P62. La protéine P62 est un récepteur qui va se lier à certaines protéines ciblées à être dégradées d'une part et au LC3-2 d'une autre part. Et aussi, il va être à la fin dégradé avec le reste des constituants qui sont ciblés à être dégradés. L'étude du flux autophagique est rendue possible grâce à l'utilisation d'inhibiteurs qui vont bloquer la dégradation à la fin de ce processus, comme le NH4Cl et la lepectine. Il va en résulter une accumulation de la protéine LC3-2 qu'on peut évaluer. On peut évaluer cette accumulation par Western blot. En effet, la comparaison du niveau d'accumulation de la protéine LC3-2 en présence des inhibiteurs par rapport à son niveau d'accumulation en absence des inhibiteurs permet d'indiquer l'état de l'activité autophagique. Nous avons analysé le flux autophagique dans les rétines des souris apobescents invalidées pour le récepteur OLDL en comparaison à des souris contrôlées. S'il est plus facile d'inhiber et d'étudier le flux autophagique in vitro sur des cultures cellulaires, il est moins facile de le faire in vivo. Nous avons opté pour une stratégie in vivo pour bloquer le flux autophagique dans les rétines des souris apobescents par injection intrapéritonéale de la lepectine, mais nous n'avons pas réussi à bloquer le flux autophagique. Donc nous avons opté pour une autre stratégie ex vivo. Pour ce faire, pour chaque souris des deux groupes, une rétine a été incubée dans un milieu de culture en présence des inhibiteurs de l'autophagie et l'autre rétine a été incubée dans un milieu de culture uniquement et donc qui va servir de contrôle. Chez les souris contrôle, nous avons observé un niveau d'accumulation de la protéine LC3-2
qui est augmenté par rapport à celui en présence d'un inhibiteur, par rapport au niveau d'accumulation de LC3-2 dans les rétines des mêmes souris, mais en absence de l'inhibiteur. Donc, ce qui valide notre stratégie de blocage du flux chez les souris contrôlées. De manière intéressante, nous avons observé que le niveau d'accumulation de la protéine LC3-2 en présence ou en absence des inhibiteurs de l'autophagie dans les rétines des souris apobescents n'était pas été inchangé. Et ceci indique que le flux autophagique basal dans les rétines des souris apobescents était faible. Donc, en conclusion, nous avons montré que l'altération du flux autophagique basal dans les rétines des souris apobescents invalidées pour les récepteurs LDL qui sont âgés d'1 an. Mais notre étude devrait certainement être confirmée avec des analyses complémentaires, par exemple l'analyse du niveau d'expression d'autres acteurs clés de l'autophagie ou par analyse en microscopie électronique à transmission pour évaluer le contenu cellulaire en vacuole autophagique. Il serait également intéressant d'évaluer l'inflammation et le stress oxydant qui sont associés à l'autophagie. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats qui visaient à répondre au second objectif de ma thèse et qui avait pour but d'analyser des dérégulations lipidiques dans la rétine et le cerveau, particulièrement le cortex, et d'étudier l'implication du microbiote intestinal dans ces dérégulations. 3 études ont été menées. Je vais vous présenter tout d'abord la première étude qui avait pour but d'évaluer l'impact des altérations du microbiote intestinal associé au vieillissement sur le contenu en lipides du cortex. Cette étude a été faite en collaboration avec l'équipe Probiote dirigée par le Dr Philippe Langella à l'INRA de Jouy-en-Josas. Le vieillissement est associé d'une part à une altération de la composition du microbiote intestinal et d'autre part à une altération du contenu en lipides du cerveau. Compte tenu de l'existence d'un axe de communication entre le microbiote intestinal et le cerveau, et vu l'implication du microbiote intestinal dans la régulation du métabolisme lipidique, notre objectif était de savoir quel est l'impact de l'altération du microbiote, de la composition du microbiote intestinal au cours du vieillissement sur le contenu en lipides du cortex. Pour cela, nous avons colonisé des souris receveuses avec le microbiote de souris donneuse jeune ou le microbiote de souris donneuse âgée. Et après 2 mois de colonisation, les fesses des souris receveuses ont été récupérées pour l'analyse du microbiote intestinal, ainsi que le cortex et le foie pour les analyses lipidiques. L'ensemble de ces résultats a fait l'objet d'un article qui a été publié dans le journal Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. La composition du microbiote intestinal a été évaluée par séquençage de la région variable V3-V4 du gène de l'ARN ribosomal 16S par la méthodologie Illumina. L'analyse du microbiote par mesure des distances phylogénétiques UniFrac a montré que le microbiote intestinal des souris receveuses ayant reçu le microbiote de souris âgée ou en gris et le souris ayant reçu le microbiote de souris jeune en noir étaient regroupés. L'abondance relative de plusieurs genres bactériens était différente entre le microbiote des souris ayant reçu le microbiote de souris âgée par rapport à celui du microbiote des souris ayant reçu le microbiote de souris jeune. Et de manière intéressante, certains genres bactériens qui sont associés à la longévité et l'inflammation étaient significativement modifiés. En parallèle, nous avons analysé l'altération en classe lipidique dans les tissus, dans le cortex et le foie, par chromatographie sur couche mince couplée à une détection à ionisation de flamme, TLC-FID. Les résultats que je vous présente représentent le pourcentage de chaque classe lipidique par rapport au pourcentage des lipides totaux. Nous avons mis en évidence dans les 2 tissus une altération des différentes classes lipidiques
Et particulièrement, nous avons mis en évidence une diminution du contenu en cholestérol dans le cortex et le cerveau. La synthèse du cholestérol dans le cerveau étant isolée de fait de l'organisme, nous avons analysé l'expression des enzymes impliquées dans les premières étapes de synthèse de cholestérol dans le cerveau, qui sont la HMG-CoA synthase et la HMG-CoA réductase. Mais nous n'avons pas mis en évidence de modification du niveau d'expression de ces enzymes chez les souris ayant reçu le microbiote de souris âgées par rapport à celles ayant reçu le microbiote de souris jeunes. Ce qui suggère que l'altération du contenu en cholestérol dans le cortex des souris colonisées avec un microbiote intestinal de souris âgées n'est pas liée à la modulation de l'expression de ces enzymes. Une hypothèse qui pourrait être étudiée est celle de l'élimination du cholestérol. Il serait intéressant d'étudier l'expression de l'enzyme CYP46A1 qui est impliquée dans l'élimination du cholestérol et qui, de manière intéressante, son expression est décrite comme augmentée dans le cerveau humain et rongeur âgé. Nous avons également analysé l'impact des modifications du microbiote intestinal associé au vieillissement sur la composition en acides gras dans le cortex, par chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme, GCFID. Les résultats que je vais vous présenter représentent le pourcentage relatif de chaque acide gras par rapport au pourcentage total des acides gras. Nous avons mis en évidence une augmentation de la teneur en acides gras monoinsaturés de la famille des N-7 et des N-9 dans le cortex des souris ayant reçu le microbiote de souris âgées par rapport à celles ayant reçu le microbiote de souris jeunes. Et nous avons vu que ces résultats étaient similaires dans le foie de ces souris. La synthèse des acides gras monoinsaturés fait intervenir l'action de la désaturase SCD1 dont nous avons analysé l'expression pour comprendre l'origine de l'altération de la teneur en acides gras monoinsaturés que nous avons observé. Dans le cortex, le niveau d'expression de l'enzyme n'était pas modifié chez les souris ayant reçu le microbiote de souris âgées par rapport à celles ayant reçu le microbiote de souris jeunes. Cependant, dans le foie, nous avons observé une augmentation de l'expression de SCD1 chez les souris ayant reçu le microbiote de souris âgées. Cela suggère que la colonisation des souris par le microbiote de souris âgées module l'expression hépatique du gène codant la désaturase SCD1, ce qui pourrait expliquer l'augmentation de la teneur en acides gras monoinsaturés dans le foie et le cortex. Concernant les acides gras saturés, nous avons observé uniquement une diminution significative de la teneur en acides gras saturés dans le foie des souris ayant reçu le microbiote de souris âgées par rapport à celles ayant reçu le microbiote de souris jeunes. Concernant les acides gras polyinsaturés, la teneur en acides gras polyinsaturés totaux était diminuée, et particulièrement celle des acides gras polyinsaturés de la famille des N-6 dans le cortex des souris qui ont reçu le microbiote de souris âgées. Et dans le foie, c'est la teneur en acides gras polyinsaturés de la famille des N-3 qui était diminuée chez les souris ayant reçu le microbiote de souris âgées par rapport à celles ayant reçu le microbiote de souris jeunes. Particulièrement, la teneur en acide gras arachidonique le plus représenté dans le cortex, l'acide gras polyinsaturé N-6 le plus représenté dans le cerveau, et la teneur en DHA, l'acide gras polyinsaturé N-3 le plus représenté dans le cerveau, était diminuée, ainsi que dans le cortex, chez les souris qui ont reçu les microbiotes de souris donneuses âgées. Le rapport des acides gras polyinsaturés de la famille des N-6 par rapport à ceux de la famille des N-3 était augmenté dans le foie des souris ayant reçu le microbiote de souris âgées. Afin de mieux comprendre la cause des altérations de la teneur en acides gras polyinsaturés, nous avons analysé l'expression des enzymes qui sont impliquées dans la biosynthèse de ces acides gras.
nous n'avons pas mis en évidence une altération de l'expression de l'élongase L2 et L5 et des désaturases delta 5 et delta 6 désaturases dont le cortex était augmenté et l'expression de la delta 5 désaturase et de la delta 6 désaturase était diminuée dans le foie des souris qui ont reçu le microbiote de souris âgées par rapport à celles qui ont reçu le microbiote de souris jeunes. Ces résultats suggèrent que le microbiote intestinal module l'expression hépatique des enzymes de biosynthèse des acides gras polyinsaturés. Dans le cortex, les acides gras sont quasi exclusivement estérifiés aux phospholipides. De plus, il existe différentes classes phospholipides qui peuvent exercer différentes fonctions. Pour cela, nous avons une analyse par chromatographie en phase liquide à haute performance, couplée à la spectrométrie de masse anterdème, HPLC MS au carré, a été réalisée sur les cortex des souris. Nous avons détecté 150 espèces phospholipidiques. Parmi les espèces phospholipidiques les plus représentées, des plasméniles et phosphatidylcholine, des lysophosphatidyle-éthanolamine, des plasméniles et phosphatidyle-éthanolamine et des sphingomyélines étaient altérées dans le cortex des souris ayant reçu le microbiote de souris âgées par rapport à celles ayant reçu le microbiote de souris jeunes. Pour conclure sur cette étude, nos résultats montrent que des modifications de la composition du microbiote intestinal associées au vieillissement impactent le contenu en lipides dans le cortex et de manière intéressante, ces altérations reproduisent celles décrites dans un contexte de vieillissement chez l'homme et les rongeurs. De plus, nous avons observé des dérégulations du métabolisme lipidique associées aux modifications de la composition du microbiote intestinal associé au vieillissement et que ces dérégulations expliquaient au moins en partie les altérations du contenu en lipides que nous avons observées dans le cortex des souris. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats de la deuxième étude qui avait pour but de caractériser le contenu en acides gras du cortex et de la rétine dans des conditions de syndrome métabolique induit par un régime riche en graisse. Cette étude a été faite en collaboration avec les équipes du professeur Andrew Gewertz et du docteur Benoît Chassin au cours d'un stage doctoral que j'ai effectué à Atlanta aux USA sous l'encadrement du docteur Benoît Chassin. Les acides gras exercent des rôles structuraux et fonctionnels essentiels au maintien de la physiologie et de l'homéostasie de la rétine et du cerveau. Or, il est décrit que l'alimentation peut impacter le contenu en lipides de ces tissus. Plus particulièrement, une alimentation riche en graisse qui induisant un syndrome métabolique peut contribuer au développement de différentes pathologies. Le but de notre étude était d'analyser l'impact d'un syndrome métabolique induit par un régime riche en graisse sur le contenu en lipides du cortex et de la rétine. Pour cela, des souris étaient exposées à un régime riche en graisse pour induire le syndrome métabolique, soit à un régime standard qui ont servi de contrôle. Et les rétines, le cortex et le foie de ces souris ont été récupérés pour les analyses lipidiques. Une partie des résultats que je vais vous présenter et qui concernent ceux de la rétine ont fait l'objet d'une publication dans le journal Experimental Eye Research. Comme attendu, les souris qui étaient exposées au régime riche en graisse présentaient des traits phénotypiques d'un syndrome métabolique, comme une prise de poids, l'hyperglycémie et une hypercholestérolémie. Nous avons tout d'abord analysé le profil en acides gras dans les rétines des souris exposées au régime riche en graisse par rapport aux souris contrôle. Seuls les teneurs en acides gras qui ont été significativement modifiés seront présentés. Nous avons observé une diminution du C24-0 parmi les acides gras saturés et une diminution de la teneur en acides gras monoinsaturés de la famille des N-7 dans les rétines des souris exposées au régime riche en graisse par rapport aux souris exposées au régime standard. Et parmi les AGPI, la teneur de plusieurs AGPI était modifiée avec la prise du régime riche en graisse et spécifiquement,
l'exposition au régime riche en graisse a affecté des acides gras de la famille de la teneur des acides gras de la famille des N-9 et des N-6. Le rapport de l'acide linoléique de la famille des N-6 par rapport à l'acide alpha-linolénique de la famille N-3 était augmenté dans les rétines des souris exposées au régime riche en graisse. Cependant, la teneur en acide arachidonique et en DHA n'était pas modifiée avec la prise du régime riche en graisse. Nous avons mené les mêmes analyses dans le cortex des mêmes animaux. Concernant les acides gras saturés, seule la teneur du C17-0 était augmentée dans le cortex des souris ayant exposé au régime riche en graisse. Et comme nous l'avons observé dans la rétine, la teneur des acides gras monoinsaturés des familles des N-7 était diminuée dans le cortex des souris exposées au régime riche en graisse par rapport à celles exposées au régime standard, ainsi que la teneur en acide oléique de la famille des N-9 qui était diminuée. La teneur en acides gras polyinsaturés totaux était augmentée dans les rétines des souris exposées au régime riche en graisse et qui semble résulter d'une augmentation à la fois des acides gras polyinsaturés de la famille des N-3 et particulièrement celle du DHA, ainsi que de la teneur en acides gras polyinsaturés N-6, notamment celle de la teneur de l'acide linoléique et de l'acide arachidonique dans le cortex des souris ayant reçu le régime riche en graisse par rapport aux souris ayant reçu le régime standard. Nous avons également évalué les rapports en acides gras polyinsaturés de la famille des N-6 et des N-3 qui sont en compétition enzymatique. Les rapports que je vous présente montrent une augmentation du rapport en faveur des acides gras polyinsaturés de la famille des N-6 suite à l'exposition des souris au régime riche en graisse. Nos résultats montrent que la teneur en acides gras monoinsaturés de la famille des N-7 était diminuée dans la rétine et le cortex, ainsi que la teneur de l'acide gras monoinsaturé N-9, l'acide oléique, dans le cortex. Le rapport des acides gras polyinsaturés de la famille des N-6 par rapport à ceux de la famille des N-3 était augmenté dans les deux tissus. Compte tenu des propriétés anti-inflammatoires des acides gras polyinsaturés N-7 présentés et des propriétés pro-inflammatoires des acides gras polyinsaturés N-6, ces altérations pourraient conduire à une mise en place d'un état inflammatoire dans ces tissus. Nous avons mené les mêmes analyses dans le foie des souris, toujours dans le but de comprendre l'origine de ces altérations lipidiques dans les tissus nerveux. De manière intéressante, nous avons détecté dans le foie des altérations qui étaient similaires à celles que nous avons observées dans la rétine, mais également dans le cortex, des souris qui ont reçu le régime riche en graisse par rapport à celles qui ont reçu le régime standard. Nous avons procédé aussi à des analyses de l'expression des gènes qui codent les enzymes hépatiques impliquées dans la synthèse des acides gras. Et nous avons observé une diminution de l'expression de la delta-6 désaturase, de l'élove L2 et de l'élove L5 dans le foie des souris ayant reçu le régime riche en graisse par rapport à celles ayant reçu le régime standard. Nos résultats montrent donc la modulation des niveaux d'expression des enzymes pourrait expliquer, tout au moins en partie, certaines altérations des teneurs en acides gras que nous avons observées dans le foie, le cortex et la rétine des souris suite à leur exposition à un régime riche en graisse. L'exposition à un régime riche en graisse est généralement associée à des modifications de la composition du microbiote intestinal, comme il a été déjà décrit et comme nous avons pu le montrer dans notre étude, et avec ici une analyse phylogénétique à l'échelle des familles bactériennes. Nous avons également montré que l'exposition à un régime riche en graisse, ainsi que d'autres études le montrent, que le régime riche en graisse associé à un syndrome métabolique impacte la composition en lipides du cortex.
Donc l'objectif de notre dernière étude était d'évaluer l'impact de la supplémentation en inulines, une fibre alimentaire, sur les altérations en acide gras du cortex que nous avons observées suite à l'exposition au régime riche en graisse. Les fibres alimentaires sont majoritairement des glucides qui ne sont pas digérés par le tractus gastro-intestinal. Ils peuvent être solubles, comme l'inuline, et fermentescibles par le microbiote, ou insolubles, comme la cellulose, et non fermentescibles par le microbiote. Le choix de l'inuline était motivé par ses propriétés prébiotiques, c'est-à-dire métabolisée par les micro-organismes du tractus gastro-intestinal. L'inuline stimule la croissance de bactéries qui ont des effets bénéfiques pour l'hôte. De plus, l'effet protecteur de l'inuline du syndrome métabolique induit par un régime riche en graisse était également décrite. De plus, l'inuline impacte le métabolisme lipidique. Donc, pour cela, nous avons nourri des souris avec un régime riche en graisse supplémentaire en inuline, et que nous avons comparé aux souris ayant reçu un régime riche en graisse enrichi en cellulose. Nos résultats préliminaires montrent que la supplémentation du régime riche en graisse avec l'inuline impacte la composition du microbiote intestinal et prévient certaines des modifications dans l'abondance des bactéries observées suite à l'exposition riche en graisse. À noter que la supplémentation en inuline exacerbe certaines altérations bactériennes induites par le régime riche en graisse. Comme décrit dans la littérature, nous avons montré que la supplémentation du régime riche en graisse avec de l'inuline prévenait la mise en place du syndrome métabolique par une diminution de l'hyperglycémie, une diminution de la prise de poids et la dyslipidémie. Aucune des altérations des teneurs en acides gras saturés et monoinsaturés que nous avons observées suite à l'exposition des souris à un régime riche en graisse n'a été limitée par la supplémentation en inuline, par la supplémentation du régime riche en graisse avec de l'inuline. Cependant, la supplémentation du régime riche en graisse avec de l'inuline a permis de limiter certaines des modifications que nous avons observées dans la teneur en acides gras polyinsaturés, notamment de ceux de la famille des N-3, notamment du DHA, et de l'acide linolénique. Nous avons ainsi montré que la supplémentation en inuline permettait de limiter en partie les altérations lipidiques dans le cortex induites par la prise d'un régime riche en graisse. Je vais maintenant conclure sur l'ensemble de mes travaux de thèse et apporter des perspectives. Donc, nous avons montré que la modification de la composition du microbiote intestinal associée au vieillissement impactait le contenu en lipides du cortex. Nous avons également mis en évidence une altération du contenu en lipides dans le cortex et la rétine dans un contexte de syndrome métabolique induit par un régime riche en graisse. Nous avons également montré que l'inuline permettait de limiter certaines des altérations des teneurs en acides gras que nous avons observées dans le cortex. L'inuline est en effet sur la composition du microbiote intestinal. Nous avons pu montrer donc que la modification de la composition du microbiote intestinal dans un contexte de syndrome métabolique pourrait aussi impacter le contenu en lipides des tissus nerveux du cortex. Compte tenu du rôle des lipides dans les tissus nerveux, l'altération de leur contenu peut impacter la physiologie et l'homéostasie de ces tissus, notamment en impactant peut-être l'inflammation et le stress oxydant, des processus qui seraient intéressants à évaluer. Nous avons également montré que dans les deux contextes, des dérégulations du métabolisme lipidique hépatique étaient associées aux modifications de la composition du microbiote intestinal et qui pourraient expliquer certaines des altérations que nous avons montrées dans le contenu en lipides dans les tissus nerveux. Par exemple,
dans un contexte de vieillissement, nous avons montré que la teneur en acide gras monoinsaturé était augmentée dans le cortex ainsi que dans le foie, associée à une augmentation de la désaturase SCD1, donc ce qui pourrait expliquer l'augmentation de la teneur en acide gras monoinsaturé. Dans un contexte de syndrome métabolique, la teneur en acide gras monoinsaturé était également altérée, particulièrement ceux de la famille des N-7 qui étaient diminués dans les différents tissus. Donc, par conséquent, il serait intéressant d'analyser l'expression de l'enzyme SCD1 qui pourrait peut-être expliquer l'augmentation et la diminution de la teneur en ces acides gras. Nous avons également mis en évidence des altérations de la teneur en acides gras polyinsaturés et plus particulièrement en DHA dans le cortex, dans les deux contextes. Dans le contexte de vieillissement, la diminution de l'expression de la delta 5 et delta 6 désaturase pourrait expliquer la diminution du contenu en DHA dans le cortex. Cependant, dans le contexte de syndrome métabolique, la diminution de l'expression de la delta 6 désaturase et des élongases n'expliquerait pas la diminution, l'augmentation de la teneur en DHA dans le cortex que nous avons observé. Il serait donc intéressant d'analyser l'expression des saturases et des élongases dans les tissus nerveux. De manière intéressante, la teneur en DHA dans la rétine, dans le contexte du syndrome métabolique, était inchangée suite à l'exposition à un régime riche en graisse, alors qu'elle était augmentée dans le cortex. Donc, pour mieux comprendre les mécanismes qui font que ces deux tissus sont différemment impactés par le régime riche en graisse, il serait intéressant d'évaluer l'expression de récepteurs des lipoprotéines comme le récepteur LDL et de transporteurs d'acides gras comme le MFSD2A ou le FATP qui sont impliqués dans le captage et le transport des acides gras dans les tissus nerveux. De plus, afin de confirmer et d'évaluer l'impact du microbiote intestinal dans le contexte de syndrome métabolique, il serait intéressant de transplanter des souris axéniques avec le microbiote de souris ayant reçu les différents régimes. Pour finir, il est aujourd'hui bien établi un axe de communication entre le microbiote intestinal et les tissus nerveux est bien établi. Il serait donc intéressant de chercher les voies impliquées et les métabolites intestinaux impliqués dans les changements en contenu lipidique et de dérégulation métabolique que nous avons observés, comme par exemple les acides gras à chaîne courte ou les dérivés issus du tryptophane. Donc pour finir, je remercie le LabEx Lipstick et l'INRAE pour le financement de ma thèse. Je tiens à remercier les membres de mon équipe, particulièrement Niazi Aka pour le partage de ses connaissances scientifiques, pour la rédaction du manuscrit et des articles. Je remercie Marie-Agnès pour son encadrement et son aide durant ma thèse, et le professeur Alain Bon pour son regard clinique et son encouragement en cours de ma thèse. Je remercie Ségolène, Lucie et Stéphane pour les analyses lipidiques. Je remercie Bénédicte et Laurent pour leur aide technique dans les cultures cellulaires et les expériences de biologie moléculaire. Je remercie Marie-Annick et Elisabeth pour les analyses d'immunomarquage. Je remercie également les plateformes Chemosense et de Lipidomique pour les analyses lipidiques, la plateforme d'Imacel et Vincent Gigot pour leur aide dans les analyses de vidéomicroscopie. Je tiens également à remercier les membres de l'animalerie et particulièrement Laurence pour son aide dans les injections intrapéritonéales de la lepeptine. Et bien sûr, je remercie les membres du comité de suivi de thèse, Dr Béatrice Morio et professeur Michael Boyer-Guiteau, pour leurs conseils constructifs. Et finalement, je remercie les collaborateurs, les équipes du professeur Andrew Gewirtz et du Dr Benoît Chassin de m'avoir reçu dans leur laboratoire à Atlanta pour la réalisation des manips. Et je remercie Benoît pour son encadrement.
Et je remercie également le docteur Philippe Langella de m'avoir reçu à l'INRA de Jouy-en-Josas pour la réalisation d'une partie des expérimentations. Florian Chin pour son aide technique dans les expériences. Et Claire Cherpi pour les analyses du microbiote. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, je pense que maintenant l'heure est à la discussion, aux échanges avec les différents membres du jury. Donc, on commence par vos rapporteurs. Donc, on va passer la parole au premier des deux rapporteurs, qui est Madame Corinne Joffre. J'espère que la vidéo transmission va marcher. Oui, ça marche. Parfait. Ça marche, ça a très bien marché. Merci, Monsieur le Président. Merci à Alain et Marie-Agnès de m'avoir invité à ce jury de thèse. C'est toujours pour moi un grand plaisir de suivre les travaux qui se font et qui continuent de se faire dans ce laboratoire, parce qu'on a des centres d'intérêt communs. Et donc, pour moi, c'est vraiment très agréable. Bien sûr, comme les autres membres du jury, j'étais déçue de ne pas pouvoir venir à Dijon, parce que j'aurais bien aimé revoir mes collègues, mes anciens collègues. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Alors, je te remercie aussi, Maïssa, pour ton oral, qui était très bien. J'ai bien apprécié la réorganisation de tes parties de résultats et le lien que tu as pu mettre entre les différentes parties. C'est un peu, moi, ce qui m'a manqué à l'écrit, c'est de lier les différents chapitres de résultats les uns avec les autres. Donc là, j'ai apprécié à l'oral cet effort, et on arrive mieux à suivre un peu l'enchaînement des parties. Et tu as aussi fait un effort pour présenter les objectifs de ton travail, et ça aussi, moi, ça m'a beaucoup manqué dans le manuscrit écrit, puisque je ne comprenais pas quel était l'enchaînement et le point commun de toutes ces parties résultats. Là encore, tu nous présentes deux objectifs, un objectif autophagie et puis un objectif plus altération du métabolisme lipidique. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen encore de lier ces deux objectifs, hein? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire un objectif commun, quoi, finalement? Alors, l'autophagie, elle est aussi, les lipides peuvent impacter aussi le processus autophagique. Donc, il y a un lien entre les lipides et le processus autophagique. À titre d'exemple, un régime, par exemple, riche en graisse, peut inhiber l'autophagie. Donc, l'autophagie, elle pourrait être activée peut-être par les acides gras polyinsaturés. Donc, ça pourrait être ce lien. D'accord. C'est très intéressant comme remarque, et c'est vrai que ça aurait mérité d'être dit à la fois à l'oral et puis dans le manuscrit. Et donc enfin je vois le lien. Et je voulais d'ailleurs continuer un petit peu sur l'autophagie, que je ne connais pas moi, mais qui a l'air d'être très intéressant. Est-ce qu'il y a de l'autophagie partout, notamment dans le cerveau, ou parce que là tu peux voir des résultats dans la rétine? Est-ce qu'il y a de l'autophagie dans le cerveau? L'autophagie, oui, il y a de l'autophagie dans le cerveau, et comme je l'avais... c'est vrai que moi, je ne me suis pas intéressée particulièrement à l'autophagie dans le cerveau, mais en général, elle est impliquée dans différents processus dans le cerveau, comme par exemple l'élimination des agrégats protéiques. Et donc, on sait que des dépôts d'agrégats protéiques apparaissent au cours, par exemple, des maladies d'Alzheimer des maladies d'Alzheimer. Donc, l'autophagie, elle pourrait éliminer ces agrégats et donc prévenir le développement de pathologies, par exemple. Oui. Et donc là, dans les expériences que vous avez réalisées pour l'autophagie avec les animaux particuliers, là, est-ce que vous avez gardé des cerveaux? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire et regarder par la suite, regarder l'autophagie dans le cerveau? Alors, ça pourrait être une très bonne
très bonne suite pour le projet de regarder l'autophagie dans le cerveau, surtout qu'on a vu qu'il y a une altération du contenu lipidique dans les différents contextes. Et donc, ça pourrait être intéressant de voir, par exemple, si on a une augmentation de cet acide gras, quel serait son impact sur l'activation de l'autophagie ou l'inhibition de l'autophagie. Et donc, ça pourrait être très intéressant de faire ça. Mais c'est vrai que dans le parcours de ma thèse, c'était pas prévenu de regarder l'autophagie dans le cerveau. D'accord. Donc, puisqu'on est sur l'autophagie, on va continuer là-dessus. Tu parlais d'inflammation et d'autophagie. Le stress oxydant et autophagie le stress oxydant et inflammation qui étaient impliqués dans ce processus d'autophagie. Alors, comment ça marche au juste Ok. Alors, l'autophagie, en fait, pour le stress oxydant, donc on sait qu'il y a une accumulation de protéines, donc de protéines, de molécules qui peuvent être oxydées, et donc du coup, l'autophagie pourrait éliminer ces dépôts de molécules, et inversement aussi, le stress oxydant, il peut aussi impacter l'autophagie, comme il a été montré dans la rétine, qu'en fait l'exposition des cellules du lignite cellulaire de RPE et à du stress oxydant induisait l'autophagie, alors que suite à une exposition chronique au stress oxydant, l'autophagie elle était dérégulée. Donc voilà ce lien. Et pour l'inflammation, l'autophagie en fait elle pourrait par exemple permettre de la survie de cellules impliquées dans l'inflammation, et donc elle peut être activée en fait et induire l'inflammation pour des états pathologiques, par exemple, pour la mise en place de l'inflammation. Alors, l'autophagie activerait quel type de cellules inflammatoires les cellules immunitaires, peut-être elles pourraient induire la sécrétion. Alors, quelles cellules vous auriez pu regarder quel type de cellules vous auriez pu regarder les cellules microgliales, par exemple, qui sont des cellules immunitaires résidentes de la rétine et du cerveau. Et donc, du coup, en fait, c'est vrai qu'un autre projet qui a été débuté et qui visait justement à étudier l'autophagie dans les cellules microgliales et l'impact de l'environnement lipidique sur l'activation de l'autophagie dans les cellules microgliales. Mais pour des raisons techniques et de mise au point, et vu le timing de la thèse, ce projet a été arrêté pour l'avancement du reste de projet. D'accord. Et comment vous auriez pu faire si vous aviez eu plus de temps pour réaliser ça? Comment vous auriez pu regarder l'activation des cellules microgliales? Alors, les cellules microgliales, quand elles sont activées, elles peuvent avoir différents phénotypes. Donc, par exemple, leur phénotype migratoire, il représente l'activation des cellules microgliales. Donc, en fait, comme je l'ai montré dans une partie expérimentale que j'ai mis dans la discussion de la thèse, nous avons regardé en fait déjà en premier lieu l'activation des cellules microgliales suite à l'exposition à différents acides gras. Donc ça serait intéressant de voir dans les cellules microgliales, est-ce que cet acide gras de la famille par exemple DN-3 ou DN-6 inhiberait ou activerait l'autophagie dans ces cellules microgliales, et par conséquent, est-ce que par exemple les cellules microgliales, leur phénotype migratoire serait activé ou pas? Alors, c'est quoi le phénotype migratoire des cellules microgliales? Enfin, comment vous regardez concrètement? Vous prenez quoi? Un anticorps? Ouais. Vous faites ça en PCR? Vous faites ça en immuno? Alors, c'est par des wound-healing assays, donc des tests de migration cellulaire, où nous créons une surface libre entre les cellules, et nous suivons par vidéomicroscopie
la capacité des cellules microgliales à couvrir cette surface libre. Et donc, voilà. C'est un complément dont vous parliez. De comblement. Le test de complément dont vous parliez. Le test de comblement, oui, mais en fait, les tests peuvent. Il y a différents types de tests qui peuvent être faits, soit une création d'une surface libre, soit par exemple les Boyden Chambers, où il y aura où les cellules microgliales se trouvent. C'était parfait, tu vois. Et il faut accepter cette petite, comment dire, ces petites joues qu'on pose, tu vois, sur le dos des bêtes de somme. Vous n'êtes pas des bêtes de somme, mais Dieu sait si j'ai horreur des formats, tout ça. Mais de temps en temps, c'est bien d'avoir une petite ligne et fournir un travail aussi propre que tu l'as fait, ça t'aidera toujours dans la vie. Et puis, je trouve que avoir 2 papiers publiés jour de la thèse, c'est quand même pas fréquent. Moi, j'ai été invité plusieurs fois dans des grandes écoles doctorales dont je dirais le nom, notamment à Paris, on ne va pas dire les détails, où il y avait 0 papier publié. C'est quand même pas tout à fait... Alors certes, on fait des papiers pour l'équipe, pour la bibliométrie d'équipe, mais on fait aussi des papiers pour toi. Tu vois, c'est vraiment très important, c'est un outil qui t'aidera toute ta vie. Donc je pense effectivement, on a mis les papiers avant tout ce qu'on aurait pu mettre d'autre. Bref. Je pense qu'une personne qu'il faut remercier aussi, c'est Marie-Agnès. Et Marie-Agnès, dans cette équipe dédiée aux lipides, aux acides gras polyinsaturés et au cholestérol, tu as amené une thématique, l'autophagie. Alors nous, on a été élevés dans l'apoptose. Ah, l'apoptose, ça fristoche. Alors, si on fait des maladies neurodégénératives, il faut interrompre l'apoptose, et si on fait du cancer, au contraire, il faut l'accélérer. C'est un peu tout le problème de la vie dont je parlais. Donc on a été élevé dans les bacs de BCL2, BCLX, tous ces machins. Et puis toi, tu t'amènes avec l'autophagie. Alors l'autophagie en ophtalmologie, je peux te dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui... On a eu avec Niazi et Lionel l'occasion d'assister peut-être à un SIG à l'Arro là-dessus, mais je peux te dire, tout est à faire là-dedans. Et que tu amènes ton expertise, alors pour l'ophtalmologie ou nos spécialités, peu importe, je trouve qu'on a beaucoup de chance, justement, et c'est la chance de l'INRA, d'avoir des personnes extrêmement pointues, justement, pour amener ça. Et avant que la mayonnaise prenne, il faut du temps, certainement. Et voilà, à travers ce qui s'est passé aujourd'hui, tu as conduit ce travail de façon magistrale. Et vraiment, je te félicite et je te remercie. Et notre équipe en retire tous les bienfaits. Une dernière question pour toi, je ne peux quand même pas dire que du bien de toi, ça paraît très louche, tu es bien d'accord. Mais je crois que Sylvie a déjà répondu. J'avais compris en raccourci qu'on n'avait pas pu étudier le problème de la rétine dans les souris axéniques, et j'avais compris que ces souris axéniques, elles avaient une dégénérescence rétinienne due au fait qu'elles n'avaient pas de fluor. Mais en fait, c'est faux. D'après ce qu'a dit Sylvie, il y a des souris axéniques qui ont une rétine qui fonctionne. Oui, c'est ça, si j'ai bien compris. C'est cette lignée-là, en fait, qui présentait une dégénérescence due à une mutation de la RD1 et qui apparaissait à des temps très... à 3 ou 4 mois, donc voilà. Mais c'est propre à la lignée, c'est-à-dire qu'il y a d'autres lignées axéniques sur lesquelles on pourra étudier la rétine, parce que tu penses bien que ça nous intéresse. Hein. Donc la réponse est parfait. Très bien. Eh bien, écoute, félicitations. On n'en dira jamais assez sur ton travail. Puis le travail de Marie-Agnès et toute l'équipe de l'INRA ici. Hein. Dieu sait si on a de la chance d'être ici. Et c'est une très belle journée. Très belle journée pour l'université, puis l'école doctorale, et puis nos amis qui sont à distance. Je pense qu'on va conclure la séance là. Oui, ben après, finalement, il n'y a plus rien à dire. Hein. Après ce très beau discours voilà, du professeur Bron, on peut terminer là-dessus, mais je crois qu'on est quand même obligé de délibérer. Donc voilà, on va quand même le faire. Donc on va demander au public de sortir, parce qu'on ne va pas remettre la vidéo de transmission de... On était d'accord. Voilà, donc le jury a délibéré, voilà, et Maïssa vous accorde le titre de docteur de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Vous savez qu'il n'y a plus de félicitations, mais néanmoins le jury tient à vous présenter voilà, toutes ces félicitations pour la qualité du travail. Voilà, encore bravo. C'est grâce à vous que j'ai eu la Marie, merci pour
pour m'avoir accompagné durant cette thèse, pour ton aide, pour m'aider à concrétiser en fait tout ce travail à la fin. Et merci Alain, pour ton encouragement toujours. Merci pour chaque personne de l'équipe, pour votre aide. Et voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à chacun d'entre vous. Et je ne sais pas si quelqu'un sur Zoom. Hey. C'est bon. Je ne sais pas qui il y a, je ne sais pas si c'est moi, mais pas possible. C'est tout le piment. Et merci pour le jury, pour l'évaluation de mes travaux. De rien, avec plaisir. J'aurais bien aimé dire prendre un coup, mais bon, les conditions. C'est toujours possible, non? On va savoir. C'est toujours possible. Bon,